My name is Richard Medhurst. I'm here in Lebanon with George Abdallah. I'll be conducting the rest of the interview in French with subtitles in English. Je m'appelle Richard Medhurst. Je me retrouve ici sur place au Liban avec George Abdallah, ex-prisonnier, révolutionnaire, international, marxiste libanais. George, comment allez-vous? Et merci de nous avoir accueillis ici. Je vous remercie, moi, de votre visite, tout naturellement, et je vais bien, tout naturellement, comme quelqu'un qui a passé un certain temps derrière les barreaux, et je me trouve un peu loin de ces barreaux. Donc, je vais bien physiquement et tout naturellement au niveau du moral, ça va très bien, vu la situation dans mon pays et la résistance et sa force. Ça fait à peine 3 semaines que vous êtes en liberté, Oui. et vous êtes la personne ayant passé le plus de temps en prison au monde pour leur soutien de la cause palestinienne. 41 ans, ce qui fait de vous le plus ancien prisonnier politique de France et d'Europe. Avant qu'on rentre dans les détails de votre cas, comment se passe cette réinsertion après la vie carcérale? Ça doit être quand même difficile après 40 ans, 41 ans. J'ai passé un certain temps derrière les barreaux en tant que militant. Et j'ai eu autour de moi des hommes et des femmes dévoués à la cause de la lutte qui m'ont permis de résister en inscrivant ma résistance dans le processus de la lutte face au génocide qui se passe à Gaza. Et qui m'ont permis par ailleurs de m'exprimer d'une manière permanente dans des diverses occasions qui impliquent la lutte des autres peuples et des autres prisonniers. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, me permet de me trouver derrière les barreaux en tant que militant, beaucoup plus qu'un prisonnier. D'accord. Je suis un militant derrière les barreaux qui milite et qui lutte dans des conditions particulières. D'accord. Aujourd'hui, je suis le même militant, mais qui se trouve dans des conditions différentes et qui lutte dans des conditions différentes. Le fait d'avoir eu les camarades qui sont engagés et qui m'ont permis de m'inscrire dans la dynamique de la lutte globale, ça m'a facilité l'existence et la lutte derrière les barreaux. Permettez-moi de rentrer un peu dans les détails de votre cas parce que j'ai fait beaucoup de reportages sur votre cas ces dernières années et sur d'autres prisonniers politiques comme Assange. Parlez-nous un peu de la chronologie. Vous vous retrouvez en fait à Lyon. Vous avez un passeport algérien, vous rentrez dans un commissariat et c'est après, en fait, qu'ils vous reconnaissent. Enfin, ils remarquent que le passeport est faux vrai. Donc, il vient de l'État algérien, mais c'était pour vous aider dans votre lutte, en fait. Ils vous gardent pour ça, mais après, ils trouvent des armes à Paris. Expliquez-nous un peu la chronologie. Je suis arrêté à Lyon et je suis inculpé de l'association de malfaiteurs. Et j'ai passé devant la justice de ce pays et qui m'a condamné à quelques années. Il y a eu un accord avec les autorités de ce pays, de la France, et en fonction de cet accord, il y avait un représentant de l'État français qui a été libéré. Normalement, j'aurais dû sortir. Oui. La France a donné sa parole, donné la parole de la France et qu'il ne l'a pas respectée. Et tout naturellement, les États-Unis se sont portés partie civile. Et à partir de là, c'est les États-Unis plus ou moins qui dictent le rythme de ma détention. Si je peux juste reculer un peu, lors de ce moment où vous rentrez dans le commissariat, c'était parce que vous croyez qu'il y avait le Mossad qui vous poursuivait, c'est ça? Dans les détails de la façon d'arrestation, en fait. Oui. Le processus a duré très longtemps. Ça veut dire, pour que j'entre dans ce commissariat ou pas, ça a duré 3 jours où il y a la poursuite. D'accord, parce que moi j'étais juste curieux, comment vous avez su que quelqu'un vous poursuit? Au-delà de l'événementiel policier, il y a une poursuite qui a duré de Milan jusqu'à Lyon et tout naturellement, il y avait des procédures à échapper ou de casser la poursuite et qui n'a pas marché. Et quand elle n'a pas marché, alors ils m'ont arrêté. Tout naturellement, j'avais un passeport vrai et ce passeport ne m'a pas servi pour grand-chose. En ce sens qu'ils m'ont arrêté parce qu'ils savent qui suis-je. Mais il n'y a pas une surprise pour eux. Je suis poursuivi depuis Milan jusqu'à Genève et de Genève jusqu'à Lyon. Et c'est à Lyon qu'après 2 jours, j'ai essayé de casser la poursuite. Je n'ai pas réussi. Comment vous avez su que quelqu'un vous poursuit? Parce que c'est quand même... ça doit faire... c'est terrifiant quand même comme expérience.
C'est pas terrifiant, c'est un militant qui est poursuivi par les services de renseignement. Les services de renseignement qui dépassent les services de renseignement français ou autres. Plusieurs équipes qui étaient sur mes traces. Wow. Et ils ont réussi à me capturer. Et ce n'est pas un grand exploit. J'ai essayé de casser la poursuite, je n'ai pas réussi. Les camarades n'ont pas pu intervenir à temps et donc ils m'ont arrêté. Est-ce que vous regrettez cette décision d'avoir cassé la poursuite en rentrant au commissariat parce que ça a mené à tout? Non, l'entrée dans le commissariat, c'était juste au moment où on m'arrête, en fait. Ok. Mais au moment où je devrais passer par la gare, etc., et les camarades ne sont pas arrivés, et ils sont à côté de moi, ils sont à quelques mètres. D'accord. Donc, au lieu que je sois arrêté là-bas, j'ai essayé une dernière tentative en me basant sur le passeport. Qu'il y a des vagabonds qui vont me voler ou quelque chose comme ça, en fait, et c'était déjà trop tard. Ça n'a pas marché le stratagème. Et c'était tout est fait déjà. Vous avez découvert plus tard que votre premier avocat, Jean-Paul Musurier, était un espion, en fait. Et il a déclaré ça dans un livre. Ça vous a choqué? Et qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a filé comme information au service de Ça renseignement? devrait choquer l'institution judiciaire, en fait, Oui, française. oui, c'est vrai. Ce qui n'était pas le cas. Qu'un avocat soit payé par les services de renseignement. Il faut dire que durant l'occupation allemande, la Gestapo n'a pas eu recours à ce genre de bassesse. Et le pays qui donne des leçons de morale au niveau de séparation de pouvoir, de démocratie, etc., se trouve impliqué directement dans ce processus, ce qui est normal. Ouais, ça dit tout, franchement. Il n'y a pas eu une seule voix, un seul magistrat qui a trouvé quelque chose à dire. Et c'est ça, l'institution judiciaire dans le pays de l'Occident impérialiste. Il faut dire que les autres pays ne sont pas meilleurs. Non, je peux le témoigner en Angleterre, c'est pas mieux. L'intérêt de n'importe quel impérialisme soit en cause, la bourgeoisie s'assoit toujours sur ses propres lois. Et c'est pas typiquement français, c'est pour les États capitalistes et impérialistes. Maître Vergès était à l'époque quand même assez connu pour sa réputation en tant qu'un des meilleurs avocats. Sa réputation le précède et il vous a défendu aussi. Et il y a quand même une erreur ou quelque chose qu'il n'a pas fait. Normalement, il aurait dû faire une demande de révision de l'arrêt de la cour d'assises. C'est moi qui ai refusé. Donc je voulais demander ça. C'est moi qui ai refusé et Maître Vergès c'est un grand avocat, mais c'est un grand militant. Aussi. C'est oui. Un militant d'une envergure qui dépasse des loin la plupart des militants de nos jours. Oui. Et tout naturellement, il a accepté ma position, il l'a respecté. Et pourquoi vous l'avez instruit à ne pas faire une demande de révision? Et qu'il reste sur le robe de la justice française, cette forfaiture, en fait, vaut mieux que casser la procédure. Donc c'était une décision stratégique. Réfléchie tout naturellement. Tout naturellement. Il vaudrait mieux que la propagande de la justice capitaliste et impérialiste à plus forte raison soit démasquée par des exemples tangibles. Et c'est ce qui était le cas. Et il n'y a pas eu un seul magistrat qui a trouvé quelque chose à dire. C'est incroyable. Oui, et pourtant c'est vrai. Je le crois entièrement. Et j'ai vu moi-même dans les tribunaux en Angleterre comment ça se déroule. Ça ne m'étonne pas du tout dans votre cas non plus. Il y avait aussi cette série de bombardements en France où les médias ont dit que vous êtes responsable et puis les services de renseignement ont dit après en fait que vous n'avez rien à faire avec. Donc je voulais vous demander directement. Il y a une instrumentalisation globale de la lutte qui existe entre l'État français qui voulait racketer en quelque sorte d'une manière très basse certains États. Et il y a eu un conflit. Tout naturellement, je suis de tout cœur avec ceux qui résistent aux pressions françaises qui voulaient forcer certains États de la région chez nous et d'une manière très basse. Donc, ce qui est scandaleux, c'est pas simplement le positionnement de la police. La police a toujours été l'instrument de la justice impérialiste et non de la politique impérialiste, ce qui est normal. Le scandale, c'est pas là. Le scandale, c'est la presse.
ils véhiculent le positionnement de cette police consciemment. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le moindre doute. Les médias qui n'ont pas hésité à véhiculer les propagandes de la police, qui étaient demandées par les magistrats. Il y a tout un faisceau global entre magistrats, police et médias. Et ce qui veut dire que ces médias sont les médias d'une certaine classe. Et cette justice, c'est au service de cette classe. Au-delà de l'événement qu'on fait payer à la famille de tel ou tel, c'est surtout le sens de ces procédures. C'est au XXIe siècle, au XXe siècle, qu'on a eu recours. Au moment où on donne des leçons de morale à tout le monde. Comme je dis à la magistrate, en parlant de ce sujet, qu'il est toujours beau d'écouter une prostituée en train de faire l'éloge de la virginité. Encore, il serait mieux que ses clients soient déjà habillés. J'étais encore pas habillé devant cette magistrate qui n'a pas trouvé, qui voulait savoir pourquoi je me défends pas. Pourquoi vous défendez pas le procureur demande au moins de 10 ans lors de mon passage au tribunal. Et vous, tout ce que vous avez à dire, vous avez fait une déclaration pour la lutte du peuple palestinien, vous tournez le dos et vous en allez. J'ai dit, moi je suis ici pour défendre la cause palestinienne et non pas c'est votre rôle de défendre la justice de votre pays. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait tel qu'elle s'est passée. Ça veut dire quand il y a un avocat rémunéré par les services, vous n'avez rien trouvé à dire. Vous ne vous êtes pas comporté même pas comme les occupants allemands dans votre pays. Oui. Tout naturellement, tout ça, ça veut dire, c'est pas exceptionnel, je veux dire. C'est ça la justice dans le pays impérialiste, au-delà des fioritures. Et c'est ça les médias dans le pays impérialiste, au-delà des fioritures qu'on peut les distribuer ici et là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médias qui pourraient prendre des positionnements progressistes et justes. Mais il se trouve que les médias, ils ont pris ce positionnement et c'est condamnable. Moi, j'étais pas inculpé du terrorisme. J'ai passé devant un tribunal spécial pour le terrorisme. Oui. Il n'y a pas eu réqualification de l'accusation. Ça en dit long sur la justice et c'est cérémonial. Le cérémonial judiciaire n'est franchement, une parodie de justice. C'est pas simplement me concernant, c'est concernant tous les protagonistes de la lutte. C'est pour mettre ce tampon de mot terroriste sur... Il n'y a pas, ça, quand ils m'ont arrêté, il n'y a pas dans la loi de ce pays un crime qui s'appelle terrorisme. Mais quand j'ai passé devant le tribunal, c'est un tribunal qui est fait pour juger les terroristes. C'est incroyable. Il n'y a pas eu recours à réqualifier l'accusation. Autrement dit, c'est bancal. Toute la justice, elle est bancale. Encore une fois, je trouve votre cas incroyable parce que c'est comme rentrer dans un autre univers. Oui. Mais et pourtant, c'est le nôtre. La propagande de l'impérialisme français, il est très fort. Partout, il se présente comme les champions. Oui. De la séparation du pouvoir, de la démocratie, et en fait, ils ne sont pas si différents de n'importe quel autre pays, avec tout ce qu'on sait de rapport entre la justice, la police et la lutte de classe dans ces pays. Je subis aussi une propre persécution en Angleterre et en Autriche sous ce nom de terrorisme. Comment vous définiriez le mot terrorisme? Le terrorisme, pour moi, c'est le terrorisme d'État. Le terrorisme, c'est utiliser la violence contre les masses populaires, utiliser la violence contre ceux et celles qui veulent dévoiler les caractères de classe, de la dynamique de la lutte. Le terrorisme, c'est quand vous utilisez des instruments qui mettent les masses populaires en danger. Tout naturellement, je ne peux voir que le gouvernement de tel ou tel pays au service de sa politique de répression des masses populaires qui a recours à des terrorismes. Si on regarde de près, moi j'ai défendu les opérations des FARC. J'ai trouvé que c'est un grand honneur qu'on m'attribue ce genre d'opérations. Et je trouvais que c'est un grand honneur de défendre la légitimité de ces opérations. Hier, aujourd'hui, demain et même le lendemain aussi. Les opérations des FARC n'ont pas eu pour cible des masses populaires.
Il y a eu des criminels qui ont été poursuivis et qui ont été ciblés. On ne peut pas les qualifier des terrorismes. Quand on parle de Liban et on parle des années 82, on parle de ce qu'il y a du terrorisme. Quand on parle du terrorisme, on parle de Sabra et Shatila. Oui. Sabra et Shatila, c'est pas quelque chose de secondaire. Les impérialistes français, américains et italiens n'y sont pas étrangers. Mitterrand, c'est lui personnellement qui s'est porté garant de la sécurité de Sabra et Shatila. Reagan, personnellement, s'est porté garant de la sécurité de Sabra et Shatila. Le gouvernement italien aussi. Les Français ont envoyé 800 soldats. 800 soldats marines aussi des Américains et 400 Italiens. Ça veut dire 2000 soldats pour protéger les camps à condition qu'on quitte le camp. Que les militants, les combattants quittent le camp. Tout naturellement, à l'époque, les combattants sont des jeunes. On a protesté, on a insulté tout le monde, mais finalement, la direction a estimé que la parole donnée de la France, la parole donnée de 2 États membres permanents du Conseil de sécurité n'est pas de nature à susciter de préoccupations. La France, pays de droits de l'homme, pays de la résistance, tout naturellement, pays de la séparation du pouvoir, elle peut pas laisser le camp. Et en effet, à peine on a sorti des camps, les soldats, ils ont déminé les alentours du camp. Ça veut dire ils ont enlevé les protections qu'on a installées. Oui. Et ils se sont retirés pour 4 jours, durant lesquels s'est déroulé le massacre. 4 jours après, ils se sont retournés pour constater les faits, leurs faits. Il n'y a pas eu un seul soldat qui a été poursuivi. Donc, naturellement, les soldats français, américains et italiens ne sont pas une milice des vagabonds. Ils ont reçu des ordres et ils sont retirés par ces ordres et ils sont retournés à cause des ordres. Le premier qui a été parmi les journalistes à Sabra et Shatila, c'est Jacques-Marie Bourget, qui était un journaliste là-bas et qui a fait des dégâts, qui a fait le constat des dégâts qui se trouvent. Et il parle avec l'officier français dans un petit livre, Le massacre de Sabra et Shatila. On voit les discussions qui se sont déroulées. C'est honteux pour la France, mais c'est honteux pour la justice, qui parle des terrorismes au moment aucun de ces... Il y a 4000, à peu près, parce qu'on n'a pas pu les énumérer tous, des cadavres qui ne sont pas tués par balles. Ils sont tués par les couteaux, les sabres et les haches. Ils n'ont pas trouvé que c'est du terrorisme, en fait. Ils sont engagés à ne suivre personne. Oui. Chaque année, en France, on célèbre le massacre de Oradour-sur-Glane. Les nazis, ils ont brûlé dans une église Voilà. à peu près 700 personnes, dont... J'ai récité le poème sur Oradour à l'école. Ouais. 8 enfants. Ici, il y a plus de 4000. Ils n'ont pas mérité d'avoir une petite investigation pour dire comment se fait-il qu'on se retire et qu'on y revienne. Tout naturellement, quand on est devant ces faits, il y a eu à peu près en 82, 32 000 personnes terrassées par les bombes à fragmentation à Beyrouth et ailleurs. Il y a eu l'attaque israélienne sous le prétexte de paix pour la Galilée. Tout naturellement, ces 32 000, ils sont tombés par les armes américaines. Beyrouth et le Liban, ils étaient pris pour champ d'expérimentation. Les bombes à fragmentation et à vide, elles étaient utilisées pour la première fois dans le Moyen-Orient. Tout naturellement, ce n'est pas du terrorisme pour les impérialistes. Ils sont portés partie civile à Paris. Tout naturellement, quand il y a ça, on ne peut pas considérer qu'on est devant des juges. On n'a qu'à tourner le dos et leur dire, on laisse les prétendues victimes vomir leur haine contre le masse populaire en lutte. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est une définition excellente de ce qui constitue le terrorisme en vérité. Ce dont on vous a accusé d'avoir tué ces 2 diplomates. Mais Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'Israélien était en fait le responsable du du Mossad. réseau Sylvie Raphaël du Mossad Voilà. en Europe. Parce que normalement, c'est une couverture. En fait, leur position, c'est une fausse. Tout le monde le sait. Ça veut dire même l'accusation le sait. Et le responsable du service d'espionnage contre-espionnage américain. Ça veut dire qu'il y a des officiers tués d'une manière extrêmement propre.
Il n'y a pas un seul civil qui a été touché. On ne peut pas parler de quoi que ce soit, même au niveau des bavures, parce que les bavures peuvent arriver dans les rangs des révolutionnaires. C'est ce qu'eux ils disent quand Il n'y a pas eu un seul civil qui a été touché. Si la justice dans ce pays avait un certain sens, le procureur, il devait moins de 9 ans. En fait, il n'aurait pas demandé 9 ans. Il a demandé moins de 9 ans, mais j'ai pris perpète. Ça en dit long sur le cérémonial judiciaire, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines, aux États-Unis, il y a 2 diplomates israéliens qui ont été ciblés par Elias Rodriguez. Un militant qui a trouvé que face à génocide qui se passe à Gaza, il est du devoir du tout révolutionnaire de répondre par les moyens qui sont à sa disposition. Et il se trouve qu'il a eu à sa disposition un pistolet et qu'il a refroidi 2 agents israéliens. Je trouve que c'est juste et c'est nécessaire. Les réactions, ils peuvent varier d'un pays à un autre, mais en tout état de cause, les réactions au massacre de ce qui se passe, au génocide qui se passe à Gaza, nécessitent une réaction à la hauteur de ça si on veut éviter les dérapages. Tout naturellement, je suis, comme tous les révolutionnaires, contre les réactions qui pourraient laisser des dégâts dans le rang des masses populaires. Mais quand on est face à des squelettes, des enfants vivants qui bougent, franchement, avec la direction de ce génocide, direction américano-israélienne, sioniste et tout l'Occident, il est impliqué dans. On peut pas empêcher que les gens réagissent. Et c'est pas toujours, ils peuvent réagir d'une manière très sophistiquée. Pour empêcher qu'il y ait une explosion de violence, une explosion d'une réaction passionnelle. C'est aux révolutionnaires européens et américains de l'Occident de faire leur tâche. C'est à eux en première place de faire le nécessaire. Il y a un génocide pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, il y a un génocide qui se déroule depuis plus de 200 jours et des millions d'hommes et de femmes peuvent poursuivre au quotidien le parcours de ces génocides. Il est honteux qu'il n'y ait pas de réactions beaucoup plus que les manifestations. Tout naturellement, la jeunesse, en exprimant sa réprobation dans les manifestations, c'est énorme. Ça apporte un soutien incalculable pour le mouvement révolutionnaire arabe et mondial. Et il n'en demeure pas moins quand il y a un génocide. Il faut plus que ça. On espère beaucoup plus que ça. Et tout naturellement, la situation en Occident, d'une manière générale, et en Europe, elle est sujette à une dégénérescence aujourd'hui du mouvement de la social-démocratie, qui rappelle à plusieurs titres d'autres situations dans le siècle passé. Aujourd'hui, le capitalisme y atteint une crise qui dépasse les limites de sa gestion social-démocrate. On est pour la 3e fois dans un siècle, presque à la veille d'une 3e guerre mondiale, dont les capitaux occidentaux sont les premiers protagonistes. Bien entendu, on sait que pour contrer ces guerres, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut susciter un mouvement révolutionnaire pour que les masses populaires de ces pays et du monde entier ne soient pas les chairs à canon. Et c'est la tâche particulièrement des prolétaires en Occident. Je ne veux pas dire que dans les zones périphériques du système capitaliste, il n'y a pas des tâches. Il y a des tâches importantes et on espère qu'on puisse s'en acquitter d'une manière assez satisfaisante. Si on regarde la résistance à Gaza et en Cisjordanie, on ne peut s'empêcher d'être admiratif par la capacité de la résistance. Après 17 ans d'embargo sur Gaza, et en dépit de toutes les destructions qui existent à Gaza et en Cisjordanie, la résistance est toujours là. La résistance d'une telle efficacité qu'elle peut faire rougir même les révolutionnaires les plus aguerris à Strasbourg et ailleurs, ou à Vietnam ou ailleurs. Tu vois le militant, il sort sur le tank et il met la bombe d'en haut. C'est pas n'importe qui peut le faire. Ces mêmes militants, son frère et sa femme et son mari ou son fiston, il est en train de mourir de faim avec la complicité directe des forces impérialistes occidentaux. Tout naturellement, on est en droit
de demander les révolutionnaires européens quand ils vont agir d'une manière significative pour peser sur ce point-là. Tout naturellement, nous n'ignorons pas le processus de fascisation en cours en Europe. La fascisation, elle est devant nos yeux. Pas simplement en France ou en Allemagne, pas simplement en Espagne ou ailleurs. Et c'est pas simplement avec l'AfD ou avec les Vox en Espagne ou avec les Fronts National et autres. Tout naturellement, la fascisation, et c'est pas une insulte. C'est même les partis verts et ceux soi-disant de gauche. Des fascisations globales et qui rampante, on le voit au quotidien. Il faut dire que ce processus, il est très dangereux. La fascisation, c'est pas une insulte. La fascisation, c'est un processus d'articulation des forces de la réaction qui s'organisent. Nous espérons et nous souhaitons voir les forces du humanisme, disons les forces anticapitalistes, qu'ils soient à mesure de s'organiser pour y faire face. Pour contrer la fascisation, il faut une dynamique des luttes différente de celle qui se trouve quand il y a la social-démocratie qui pourrait donner des réponses à certaines revendications. La fascisation aujourd'hui met l'humanité devant un défi incalculable. Vous savez, on est à la veille d'une guerre mondiale pour la 3e fois en l'espace d'un siècle. Et c'est ça le capitalisme. Le capitalisme aujourd'hui n'est plus que barbarie. Rien autre que barbarie ne peut émerger de ce capitalisme. C'est aux révolutionnaires de faire le nécessaire pour transformer cette situation critique en révolution. C'est seulement la révolution qui peut empêcher les forces de capital à sévir au niveau mondial. On espère bien qu'il y a un mouvement qui est en train de mûrir, en fait. Et qui peut, en fonction de ce mûrissement, on peut nourrir tous les espoirs. Et il n'y a pas autre espoir qui se base sur leurs forces. Ces forces-là, c'est elles qui peuvent empêcher l'explosion réactionnaire au niveau mondial. Il y a en Angleterre, au même temps que j'étais arrêté et accusé de terrorisme, donc cette attaque contre la presse, il y a aussi eu l'arrestation et l'inculpation de plusieurs militants d'un groupe qui s'appelle Palestine Action. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais leur stratégie, c'est de saboter les fabriques d'armes directement. Oui. Que pensez-vous de cette stratégie? C'est très important, c'est très utile. Surtout, il est très important dans la mesure où il s'impose sur les deux bords de la Méditerranée. Il faut dire que tout pas en avant ici, c'est un pas en avant de l'autre côté, de l'autre bord de la Méditerranée. Et ou bien nous vaincrons ensemble, ou nous ne vaincrons pas. Tout pas qui se passe en Europe, ces manifestations, l'intérêt qu'on leur accorde, c'est pas simplement qu'ils mettent à mal la bourgeoisie de votre pays. L'importance de ces manifestations, c'est dans la mesure où ils suscitent les vocations de l'autre côté de la Méditerranée. Quand l'Égyptien, il voit qu'en Angleterre, il y a des centaines, des milliers qui manifestent en solidarité avec Gaza, lui, il peut pas rester inactif. Il sera tout naturellement, il y a une répression qui diffère de ce qu'il y a en Angleterre ou se trouve en France ou ailleurs. Et toute cette dynamique, elle va amener à ce que le protagonisme de la lutte, le protagonisme des masses populaires, autrement dit, le bloc social qui a intérêt au changement radical en Égypte, mûrisse sur le terrain de l'anticapitalisme, de l'anti-impérialisme. Et entre autres, c'est grâce à ces manifestations qu'on peut avancer. Autant qu'on puisse avancer du côté sud, autant qu'on peut avancer de le côté nord. Ça veut dire il est autrement plus facile pour les protagonistes de la lutte en Angleterre d'assumer leur rôle de protagonistes de la lutte quand à leur côté il y a de l'autre bord des hommes et des femmes qui bougent sur le terrain de l'anticapitalisme et de l'anti-impérialisme et qui saisissent les problématiques de la crise du capital.
Cette crise qui est une crise mondiale. Tout naturellement, tout positionnement qui ne permet pas à considérer que les masses populaires se transforment en chair à canon est de deux côtés de la Méditerranée, de deux côtés de l'Europe et du monde arabe. On a un monde arabe qui s'étend de l'Atlantique jusqu'au Golfe. Oui. Bien entendu, le changement, il va arriver, on attend d'un moment à l'autre. Il suffit que l'étincelle allume une petite brindille dans le champ pour que le champ prenne feu. Plus proche de ça aujourd'hui. On espère qu'il y a la coïncidence avec la capacité de ceux qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il y a une conjugaison de deux côtés. Ensemble et seulement ensemble nous vaincrons. Ensemble et seulement ensemble nous bâtissons les convergences des luttes. Les convergences des luttes aujourd'hui sont plus qu'une nécessité historique. Les convergences des luttes, c'est celle qui va permettre de faire obstacle à la guerre. La guerre, c'est pas une petite promenade. La guerre, c'est destructif pour toute la planète. Aujourd'hui, on a une crise beaucoup plus profonde qu'au début du XXe siècle. On a des nouveaux protagonistes, on a des nouveaux anthèmes qui se trouvent. Au début du XXe siècle, on n'a pas la crise climatique. Aujourd'hui, on a une planète qui se trouve menacée existentiellement à cause du capitalisme. Et tout naturellement, les protagonistes de la lutte doivent prendre ça en considération. Le capitalisme aujourd'hui n'est plus que barbarie, n'est plus que mort, à tous les niveaux. Et c'est au protagonisme de la lutte de prendre ça en considération et d'être l'expression du sauvetage de cette barbarie. Oui, j'ai vu quand vous avez atterri à l'aéroport de Beyrouth, la première chose que vous avez fait, c'est vous avez insulté, et bien avec raison, les gouvernements passifs du monde arabe. Vous leur livrez quoi comme message s'il y a quelque chose de plus à dire? La bourgeoisie arabe est impliquée directement au même titre que la bourgeoisie internationale dans les génocides en cours. Elle sera balayée par les masses populaires et par le bloc social qui a intérêt au changement, comme il y a eu dans d'autres temps, d'autres bourgeoisies qui ont été balayées. Je suis ce que vous dites. Et c'est notre sort à nous tous, et c'est le sort de l'humanité qui est en jeu. Et on espère bien que le temps joue pour nous. En quelque sorte, bien que le temps coûte cher au niveau des victimes, des masses populaires, il n'en demeure pas moins, on espère qu'on ait le temps, qu'on aura le temps nécessaire pour s'organiser en tant que bloc social. Le système de reproduction, de production et reproduction des forces sociales dans le sud de la Méditerranée, ça veut dire dans le monde arabe, il est incapable d'assurer les minimums existentiels pour les masses populaires. Donc l'explosion, il est à court terme en vue. On espère bien pouvoir profiter du temps pour s'organiser avant que l'explosion arrive, pour qu'il n'y ait pas le même résultat qui est arrivé en 2011. En 2011, il y a eu une grande explosion. On n'a pas été à la hauteur de diriger en tant que bloc social la dynamique de cette explosion. Il y a eu des acquis, mais on peut dire qu'on a échoué de transformer cette révolte en révolution qui balaye tous ces escrocs qui sont à la tête du gouvernement. Oui, j'y reviendrai bientôt. Juste, je demande ça d'un point de vue personnel aussi, parce que ça se trouve que je pourrais me retrouver en prison bientôt, mais qu'est-ce que vous avez fait pour rester fort aussi longtemps en prison? Je suis pas fort. J'étais pas fort. J'étais un simple militant qui a eu l'opportunité d'avoir des hommes et des femmes qui m'ont permis de m'inscrire dans la dynamique de la lutte. Ça veut dire qu'ils m'ont permis d'être un militant qui lutte dans des conditions particulières, beaucoup plus qu'un prisonnier politique. D'accord. Et le fait de se trouver impliqué dans la dynamique de la lutte, avec ses mots d'ordre, avec les interventions de telle ou telle scène, que ce soit pour la Palestine, que ce soit avec les camarades emprisonnés en Turquie ou ailleurs, que ce soit avec le mouvement de libération en Kanaki ou ailleurs, te permet d'agir en tant que militant qui lutte dans des conditions particulières. Aujourd'hui, je ne suis pas en prison, donc les conditions de lutte changent. Mais je suis le même militant. Ça demande pas de grandes capacités si on va pas faire l'éloge de tel ou tel individu. Tout naturellement, tout dépend de la capacité des camarades en dehors de prison d'inscrire ta résistance dans la dynamique de la lutte.
D'accord. Tout se joue à ce niveau-là. Et bien entendu, les uns et les autres, ils sont pas un bloc partisan. Ils sont pas des gens engagés dans un seul parti. Les expressions à travers la convergence de lui, ils se trouvent ensemble. Ils avancent ensemble. Bien entendu, il y a des rapports d'amitié, de camaraderie, et qui vont que tu sortes le plus rapidement possible. C'est à toi, en tant que militant, d'insister sur le point principal et de ne pas faire des concessions qui pourraient paraître banales, et toi, tu les trouves en tant que militant, ce n'est pas si banal que ça. Passer des années en prison, c'est dur, tout naturellement. Il y a beaucoup de monde qui passe des années. Passer des années et arriver à la porte de la prison, et c'est pas facile de se positionner jusqu'au dernier moment. On me demandait des concessions qui paraissent pour le spectateur comme anodins. Mm-hmm. En fait, ils ne sont pas si anodins que ça. Je me rappelle d'une petite jeune qui m'a écrit d'un camp de Bab el-Dewi, dans le nord du Liban. Une petite qui avait 7 ou 8 ans. Elle me disait, tonton, tu vois, j'étais le matin avec maman et papa, et il y a ta photo à côté du mur. Ils étaient en train de prendre le café, on parle de toi. Et je compris quand vous demande de dire du bien d'Israël. Moi, je pense que dites-leur que tu aimes Israël beaucoup, et tu sors, et une fois tu es là, on peut l'insulter. Oui, c'est la logique d'un enfant. Ouais. C'est la logique d'un enfant et qui te touche énormément. Oui. Bien entendu, on peut pas faire ça. Quand les camarades disent, mais bon, pour les partis civils, bon, on va pas insister trop. Dites-leur, un petit mot, quoi, un petit mot, que tu as une petite pensée pour la famille de tel militaire, tel civil. Et tu es à la porte de la prison. Et si tu le dis, tu sais qu'ils sortent de suite. Et si tu le dis pas, c'est une raison pour te maintenir. Toi, naturellement, toi, tu peux pas le faire. Parce que ce qui est considéré minime, il n'est pas si minime que ça. Parce que j'ai considéré que ces opérations sont légitimes. Et aujourd'hui, et demain, et après-demain. Et la raison de ma présence, c'est l'affirmation que ce genre d'action, il est juste que la légitimité de la lutte pour les masses populaires prime sur la soi-disant souveraineté des États impérialistes. La souveraineté de notre peuple, elle est piétinée à longueur de journée. Personne ne la considère comme un piétinement de la souveraineté. Bien entendu, je l'ai dit ça, et je l'ai répété lors du procès, et tout naturellement, je l'ai répété hier. J'ai dit non, ça veut dire, ils ont envoyé d'argent, les camarades, certains camarades, ils ont estimé que c'est, pour qu'on en finisse, c'est qu'ils sortent. L'important qu'ils sortent et qu'ils peuvent les insulter, comme l'a dit l'enfant. La direction est venue, elle me dit, bon voilà, il est cette somme qui est arrivée. Comment vous voulez les départager? Entre autres, tu vas dire que je consacre cette somme aux Américains. Ça veut dire que tu vas dédommager les familles des militaires. Oui. Bien entendu, j'ai refusé d'entrer dans ce marché, et je considère que cet argent que je l'ai pas cherché, c'est pas à moi. Donc c'est quelqu'un qui a fourni. Oui, c'est des camarades. D'accord, j'ai compris. Et tout naturellement, les Américains, civils ou militaires, ils sont impliqués dans des génocides qui sont en train de se dérouler devant les yeux du monde. Oui. Je les considère, eux, leurs familles, et leurs proches, et leurs voisins, et leur pays tout entier, comme complices de génocide de nos enfants. Donc, vous faites ce que vous voulez avec cet argent, il ne m'appartient pas, et donc j'ai refusé ça. Quelques jours après, il y a une autre somme qui est arrivée. Ils sont venus et ils ont répété la même chose, et j'ai dit la même chose, mais simplement je me suis emporté un peu parce que je trouvais que c'est très grossier de me demander ça après 41 années de captivité. Quand on était insultés d'une manière ou d'une autre, eux et les Américains, etc., ils ont transmis le positionnement au président du tribunal. Ah bon? Oui, tout naturellement. Ils ont dit, voilà, ils refusent tout contact, etc. Le président, finalement, il a dit, voilà, ça fait 41 ans, il n'a pas changé. Il va pas changer, il ne changera pas.
cet argent, il vous dit, c'est pas lui. D'ailleurs, je n'ai pas le droit, d'ailleurs, au niveau de la loi. C'est pour ça que je parle des cérémoniales. Je n'ai pas le droit de faire une quête pour payer les parties civiles. Mais pour les besoins de la cause, il trouve que c'est normal. Au niveau de la loi de l'État français, je n'ai pas le droit de recevoir d'argent pour payer une indemnisation. Oui, ça c'est plutôt américain comme mentalité. Oui, non, mais au niveau de la loi, c'est interdit. Mais pour le besoin de la cause, l'important que tu te mets à plat ventre, ça devient légal. Voilà, c'est comme la cour d'assises qu'ils ont fait pour vous. J'ai refusé, ils se sont pourvus en cassation. D'accord. Ils se sont pourvus en cassation avant que le jugement soit prononcé. Ils connaissent même pas la décision. La justice, la cour d'appel a dit, le 18 juin, on va discuter du sort de M. Abdallah, il reste quelques mois. Et eux, le procureur de la République, ça veut dire l'État français, se pourvoit en cassation contre un décret qui n'est pas encore un jugement. Incroyable. Mais ils se sont pourvus en cassation de quoi? Même quelques jours après, ils ont dit le pourvoi en cassation, ça n'est pas valable, etc. Et on a passé tout de suite, une fois ils ont prononcé la libération confirmée la baisse, ils se sont pourvus en cassation. Ça veut dire aujourd'hui, il y a une pourvoi en cassation contre ma libération. Oui, mais je suis ici et tout. Oui, j'ai constaté la différence des dates et je me suis dit, c'est ça le cérémonial judiciaire que tout militant doit prendre en considération. C'est pas quand tu es gentil ou méchant que tu restes en prison ou tu sors. C'est fonction de ton attachement principal à la dynamique de la lutte. Autant que tu t'inscris dans la dynamique de la lutte, le rapport des forces change. Quand il n'est pas en ta faveur, tu vas rester en prison. Et tu vas assumer ça. Et c'est ça le rôle du militant, et non pas autre chose. Et quand des changements de rapport de force changent, la bourgeoisie ne peut pas te maintenir en prison. Et tu vas sortir. Tout naturellement, tu sors en affirmant les principes de ton engagement. Et c'est une grande victoire que tu sortes avec l'affirmation de tes principes. C'est ce qui est arrivé. Et je suis content de ce résultat après un peu de temps en prison, mais c'est pas si grave que ça. Il y a des centaines de milliers qui partent en fumée, en fait, et j'aurais pu partir avec, et tout naturellement, je suis encore ici et on verra. Pour être honnête, je trouve que le rapport de force était plus dans votre faveur tout au début, lorsqu'il y avait l'otage qui a été échangé, lorsqu'il y avait les séries de bombardements. Pourquoi ils vous ont pas sorti déjà à l'époque alors? Les Américains, ils ont tapé sur la... D'accord. Donc même avec toute cette force contre la France, c'est les Américains... Simplement, les Américains, le gouvernement français aussi, il a estimé qu'il peut me garder et qu'il peut s'asseoir, c'est la parole donnée. Parce que ses intérêts dans la région, je m'appelle Georges, etc., se sont entrés dans les détails. Et la France qui se présente comme, elle adore le Liban et les Georges tout particulièrement, et elle se comportait comme on s'y attend, en fait. Oui. Et je considère que aujourd'hui, la France, elle est très mal placée pour donner des conseils concernant la résistance de notre pays. Aujourd'hui, la France et les Américains et les autres conseil au gouvernement libanais de désarmer la résistance sont ceux et celles qui, il y a quelques mois, qui panthéonisent Manouchian. Manouchian, il faut le dire, qu'il était considéré le porte-parole de l'armée du crime. C'est la section spéciale de Paris. Cette section spéciale de Paris, elle a été réactivée en 2006, suite au positionnement des magistrats de Pau, qui s'est pris au sérieux, qui a pensé que lui, il est magistrat et il peut libérer ce qu'il estime, il est libérable. Ils ont pris la position de le libérer et Pierre Ben, il est venu, il l'a mis à sa place, que la place d'un juge dans ce pays capitaliste, c'est de se déjuger. Et il s'est déjugé et il a ressuscité la section spéciale de Paris. Et à partir de ce moment-là, on a un magistrat qui est lié au ministère de l'Intérieur de Paris, qui peut décider de sort des prisonniers politiques appelés terroristes ou autres. Donc c'était encore la judiciaire cérémoniale. Oui, c'est ça la justice. Oui. Ça veut dire que c'est pas typiquement français, c'est la justice capitaliste de tous les pays. Et c'est aux militants de faire leur devoir, de faire le nécessaire pour démasquer tout ce cérémonial. Bien entendu, la prison n'est pas beau.
n'est pas belle. Supporter la prison, c'est difficile, la prison. Mais le militant ne s'attaque pas à la chose difficile. Il s'acquitte de son rôle, et le militant, à plus forte raison, c'est un militant communiste. Pourquoi vous pensez les Américains voulaient tellement que vous restez en prison? C'était quoi leur motivation? Comme tous les pays impérialistes, en fait, ils considèrent que toute atteinte à leurs intérêts, pas simplement militaires en tant qu'individus, ils regardent la gestion de la région chez nous. Et c'est en fonction de cette gestion, ils trouvent que tel ou tel protagoniste, on peut l'éliminer, on le fait. Parce qu'ils peuvent. On le fait. Il n'y a pas un grand cérémonial, en fait. Oui. On le fait, s'ils peuvent le faire. C'est ce qu'il a fait. C'est dégueulasse quand même. Ouais, si tu veux. Ouais. Le ministre Pandro a proposé au responsable de la CIA, oui. quand il est venu à Paris, si jamais vous libérez Abdallah, il y aura la rupture de relation. Il lui a dit non, enfin, il y a moyen d'autre chose. Je le libère et je te dis, il arrive à Beyrouth à telle heure, vous êtes la grande puissance, vous pouvez aller. Oui, j'ai lu la citation il y a 2 heures. Oui, mais c'est ça la justice. L'important, c'est de pouvoir regarder cette justice dans les faits. Et c'est le seul acquis qu'il y a de regarder la procédure d'Abdallah. Il n'y a pas un héroïsme quelconque, il y a un militant, un simple militant de base qui a tenu à assumer son rôle de militant de base et qui a eu l'opportunité d'avoir des camarades dévoués à la lutte qui lui ont permis de résister. La prison, elle est très difficile. On ne résiste pas comme face à l'incarcération. Le prisonnier n'est pas un morceau de viande. Non. Quand on a 1 kilo de viande, on peut le mettre dans un frigo et il ne tourne pas. Le militant, c'est pas un morceau de viande. Il faut qu'il inscrive sa résistance dans la dynamique du processus de la lutte réellement existante. Et pas une lutte chimérique. C'est la lutte réellement existante. Quand on parle de la fascisation, c'est une fascisation, c'est un processus réel, existant. Quand on parle des génocides à Gaza, c'est un processus existant. Oui. Et c'est en fonction de la capacité des camarades de lui offrir la possibilité de s'inscrire dans le processus de cette résistance que le camarade peut et doit résister. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas un grand, un grand héroïsme pour les militants quand ils s'inscrivent dans la dynamique normale de la lutte réellement existante. Et d'ailleurs, c'est sur ces terrains-là qu'il y aura le changement des rapports de force. Au début, il y avait 200, 300 qui manifestent pour ma libération. La dernière manifestation qui s'est déroulée à Paris, ils étaient aux alentours de 7000. La magistrate qui a ordonné ma libération, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la justification principale, l'argument principal argument, c'est que Georges Ibrahim Abdallah en prison perturbe l'ordre public beaucoup plus que Georges Ibrahim Abdallah dehors de la prison. Ah oui. C'est au service administratif de voir ce qu'il fait dehors. La justice, elle le met dehors. C'est tout service de renseignement de faire. Oui, c'est ça que ça veut dire. Et c'est fonction de ce rapport de force qu'on libère les militants. D'accord. Que ce soit Abdallah ou que ce soit Donc la réponse, c'est faire plus de mal dans la prison. Quand elle dit il fait plus de mal, ça veut dire il s'inscrit dans la dynamique de la lutte qui permet à tous ces hommes et ces femmes de prendre comme prétexte la libération d'Abdallah. Parce qu'il faut dire qu'en France, il y a à peine 10 mois, porter le kaffieh, c'était un crime. Porter le drapeau palestinien, tu es poursuivi devant la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule ville en France ou en Europe où toutes les semaines, il n'y a pas de manifestation avec le drapeau palestinien, avec le kaffieh, symbole de la liberté. C'est en fonction de ça qu'on libère le militant. Il peut servir d'intermédiaire ou de prétexte ou de raison de la mobilisation. Et je peux dire que je suis satisfait à ce niveau-là. Oui, je crois bien, ce que vous dites est vrai, parce qu'avec Julian Assange, c'est que lorsque les manifestations ont grandi, oui, ça veut dire quand il a décidé, le préfet, il a essayé d'interdire la dernière manifestation autour de la prison. Oui. Il n'a pas pu l'interdire directement. Il a demandé au maire de l'admaison de le faire. Le maire, il lui a répondu, je ne le fais pas. Alors, il a essayé de lui faire, il y a eu
la procédure administrative et il n'a pas pu l'interdire. Et ça touche au côté de la fascisation. La fascisation en France, elle se passe avec une dégénérescence de l'État central. Chose qui est un peu difficile à saisir. D'habitude, la fascisation, c'est une centralisation forcée de l'État. Ici, on a une dégénérescence de l'État. L'État, elle se délaisse de ses prérogatives éducatives, éducation, médicale, etc. Tout tombe en lambeaux. Et le préfet, il est appelé à jouer un rôle dans l'organisation de la répression. Ça veut dire au niveau de la loi. Le préfet, aujourd'hui, il a à sa disposition les divisions de la gendarmerie dans sa région. Et au niveau des faits, les municipalités sont en droit d'organiser appelées polices ou milices armées, des polices parallèles, en fait. Et pas simplement ça, c'est au niveau de ces communes où on voit l'organisation des vigilants. Les vigilants qui surveillent, oui, celui-ci qui a passé, il avait les cheveux longs et peut-être pas très blonds, etc. Les vigilants qui protègent le quartier. La fascisation est s'inscrit dans ce processus. Les forces de la gauche en Europe et en France, naturellement, sont appelées à faire attention à ça pour pouvoir les contrer. Et pour contrer la fascisation. Comme j'ai dit au début, la fascisation, c'est pas une insulte. La fascisation, c'est un processus où il y a des têtes qui s'envolent après. Et il faut y faire face. Et c'est aux camarades d'y faire face, en fait. Georges, si je peux passer à la géopolitique, c'était quoi votre réaction quand Nasrallah a été assassiné, quand Nani a été assassiné? Nasrallah et toute la direction de la résistance ont été la cible des forces impérialistes, sionistes, etc., avec la participation de toutes les forces impérialistes au niveau de sécuritaire, à savoir au niveau de la localisation de tel ou tel hôtel. Tous ils ont participé. Bien entendu, Nasrallah, en tant que chef de cette résistance, est une figure emblématique de la sincérité et de l'engagement. Tu peux ne pas être d'accord avec tel ou tel ou tel, mais en tant que chef de la direction stratégique de la résistance, c'est une figure indépassable. Bien entendu, quand tu entends qu'il est tombé martyr, c'est une grande douleur pour toi, surtout si tu es derrière les barreaux. Mais c'est en même temps à double sens. Quand la direction de la résistance tombe martyr, bien entendu, la résistance tout entière, elle devient beaucoup plus solide. On ne peut pas pisser sur le sang des martyrs. Aujourd'hui, la résistance, plus que jamais, elle est ferme au niveau principiel. La résistance qui a toute sa direction tombée en martyr ne peut pas négocier au niveau bazarder le sang de leur martyr. Il faut être un imbécile heureux, comme c'est le cas de certains dans l'administration de mon pays, qui peuvent imaginer que cette résistance qui a donné les meilleurs des siens peut se délester de ses armes. Et tout naturellement, la confiance est absolue dans la capacité de cette résistance qui est la seule légitimité. Quand il y a une occupation, c'est la légitimité de la résistance qui prime sur toute autre forme de légitimité. C'est la dignité qui est protégée par cette résistance. C'est la liberté qui est protégée par cette résistance. Bien entendu, les diverses composantes de cette résistance sont les seules habiletés à discuter de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il n'y a pas à faire. Et non pas ceux et celles qui regardaient et attendaient quand l'ennemi il va déraciner ou décimer la résistance. Aujourd'hui, on peut dire, si la résistance, dans sa grande magnitude, elle permet à ces corbeaux de parler, c'est par un geste humanitariste, en fait, peut-être qu'on peut le contester, il faut pas être si gentil avec ces corbeaux. Mais de toute façon, la résistance, elle reste forte et elle s'en sortira beaucoup plus fort. C'est la résistance qui a intérêt, plus que tout autre dans mon pays, à avoir une armée nationale qui nous protège. Elle est plus que tout autre protagoniste de la lutte à avoir intérêt à édifier un État qui respecte ses concitoyens, c'est les citoyens de ce pays, sans distinction de religion ou d'ethnie, etc. La résistance, c'est le seul, disons, le seul issue salutaire
pour contrer la balkanisation ou la somalisation de la région. La région aujourd'hui subit la somalisation. On voit ce qui se passe en Syrie. Les Américains, avec les Israéliens et autres réactionnaires arabes, sont en train de casser tout ce qui est acquis au niveau historique. L'État, c'est une forme acquis et acquise durant des luttes, etc. Aujourd'hui, on va la décimer. On va décimer toutes les institutions. Et pour transformer cet espace en un magma des confessions, des minorités, des barbares qui s'ébouffent. Et les Israéliens, avec les Américains, ils vont décider, ils protègent qui? Quel animal à visage humain il va être protégé aujourd'hui? Quel autre animal il va être sacrifié? Oui. Tout naturellement, le Liban, à travers sa résistance, il est beaucoup plus fort que espérer les ennemis de notre peuple. Il ne laissera pas la somalisation réussir dans notre pays. Toutes les composantes de Liban vaincront ensemble. Nous savons tous que ensemble et seulement ensemble nous vaincrons. Bien entendu, la direction de la résistance, elle sait plus que quiconque faire la convergence des luttes, les processus qui unifiera le Liban et édifiera son État et construira son armée. Ils nous disent que les Américains sont nos amis. Les Français sont nos amis. Les Anglais sont nos amis. Bien entendu, ils sont leurs amis à eux. Nous disons, ce sont les amis de l'Iran qui arment notre armée. Nous ne demandons pas autre chose. Qu'ils donnent à l'armée libanaise les avions nécessaires, les missiles antiaériens, et nous leur disons, nous vous saurons gré. Nous ne demandons pas que vous cherchiez les armes en Corée ou en Chine ou en Russie ou ailleurs. Si vous avez ces amis, ils sont les amis de Liban. Ils vont demander leurs armes. Les armes pour qu'il y ait une armée nationale et non pas une milice qui s'attaque aux masses populaires. Bien entendu, les forces politiques de la bourgeoisie sont les ennemis de notre armée. Ils ne veulent pas une armée nationale. Ils ne veulent pas un État national. Ils veulent une compagnie de brigands et avec des milices qui pourraient faire le nécessaire pour mettre notre peuple à genoux. Notre peuple ne reconnaîtra jamais l'entité sioniste. L'entité sioniste vit ses derniers chapitres. Contrairement à ce qu'on laisse entendre. Aujourd'hui, Israël vit ses derniers moments. L'Occident qui a créé cet État, parce que l'État israélien, l'entité sioniste n'est qu'un prolongement organique de l'Occident impérialiste. Et ces prolongements organiques aujourd'hui, il n'y a pas un seul État qui peut le défendre au niveau des masses populaires. Pas parce qu'il aime le Palestinien, non. Il demande à cette entité de tuer le plus grand nombre, mais le plus rapidement possible. Oui, c'est ça. Mais devant les masses populaires européennes, ils ne peuvent pas la présenter comme le symbole de l'humanisme et de la liberté, etc. Aujourd'hui, ils essayent à travers des pirouettes. Ah, ce n'est pas tous les Israéliens, c'est Netanyahou avec quelques complices qui font ça. Tout naturellement, les masses populaires européennes ne sont pas dupes et ils multiplient leur mobilisation. Leur mobilisation est tout naturellement notre peuple leur sait gré de cette mobilisation parce qu'il nous est très cher. Oui. Voilà. Georges, comme vous le savez, je suis anglais du côté de mon père, mais du côté de ma mère, elle est syrienne, chrétienne, je suis né en Syrie. La Syrie est tombée lorsque vous étiez en prison et je sais que vous étiez membre aussi du parti social-nationaliste de la Syrie. Quelle était votre réaction aussi à la chute de la Syrie? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu un moment où la bourgeoisie syrienne a commencé à s'occuper de ses propres intérêts en détruisant le peuple. Cette bourgeoisie, elle a eu historiquement des acquis. Elle a fait la réforme agraire, elle a fait l'industrialisation un peu de certains pays, du pays. Elle a fait quelques réformes au niveau de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, etc. Elle arrive à se construire en tant que bourgeoisie d'État. Bourgeoisie d'État, au moment où elle normalise avec le système capitaliste mondial, elle tombe en désuétude. Elle a réprimé le peuple, on était incapables, nous autres forces progressistes, de la chambouler. C'est la force réactionnaire
la plus réactionnaire et la plus obscurantiste de notre histoire, qui a pris le pouvoir avec le soutien direct d'Israël, des Américains et des autres forces qui, à longueur de journée, parlent contre le terrorisme. C'est Hollande, Oui, c'est marrant. c'est Hollande et Fabius qui leur disaient, à force de Nosra, vous faites un bon boulot quand ils mettaient les bombes à Damas. Ils parlent du terrorisme quand ils font un Bataclan, tout naturellement. Aujourd'hui, c'était parmi les premiers, les Français, à reconnaître ce gouvernement. Bien entendu, le peuple syrien, il a une histoire très longue. Il n'est pas né hier. Et il passe un mauvais moment. Certainement, les forces du progrès dans ce pays se réveillera et fera face à toutes ces tâches. Bien entendu, c'est pas facile. Il y aura beaucoup de dégâts. Beaucoup et énormément des martyrs. Nous autres, au Liban, on a les moyens de contrer ce processus au Liban. Contrairement à ce que pensent les Américains et autres. La somalisation ne passe pas au Liban. Les forces de la résistance, elle est assez forte. Les forces nationales au Liban, de tous les partis, du communisme au socialiste, aux mourabitoun, aux nationalistes arabes, à la résistance, etc., sont capables de contrer, ils le feront, ils s'assumeront, et notre pays s'en sortira vainqueur. Certainement. Georges, vous venez d'une famille chrétienne comme moi, et on a beaucoup de figures dans la lutte antisioniste qui sont aussi chrétiens, comme Georges Habash ou Ghassan Kanafani, Antoun Saadé, l'évêque Capouchi, Hanan Ashrawi, qui ont mené des mouvements antisionistes, anti-impérialistes. Pourquoi vous croyez que l'Occident n'accepte pas de voir cette lutte comme une lutte nationale et la voit comme un conflit religieux? Ils ne le voient pas en tant qu'ils suscitent le conflit religieux. Ça veut dire que c'est pas qu'ils se trompent. Non, ils cherchent par tous les moyens de détruire la société. Et c'est pour ça qu'il a recours à ces, disons, rendus qui sont à sa disposition pour susciter des massacres religieux, des massacres communautaires. Parce qu'il veut dire que c'est des juifs contre les musulmans au lieu de dire que c'est une question de juifs contre les musulmans. Il faut dire que Israël, c'est pas une question des juifs, en fait. Aujourd'hui, vous regardez aux États-Unis, il y a à peu près 30 à 35% des jeunesses juives, si tu veux, qui manifestent avec le keffiya en tant que symbole de la liberté, en disant que cette entité sioniste, elle est beaucoup plus ennemie contre les juifs que contre les Palestiniens. Non, le conflit, c'est pas un conflit religieux. Sinon, les Saoudiens et les gens du Golfe, ils seraient à la tête de la lutte. Ils ne seraient pas impliqués dans les génocides immédiatement. Non, le conflit n'est pas confessionnel. Israël, c'est un prolongement organique de l'Occident impérialiste. Il faut avoir le courage de regarder cet Occident et son histoire avec les génocides historiques des peuples. Et quand on regarde cet Occident impérialiste, on regarde les États-Unis, le Nord d'Amérique. Le Nord d'Amérique qui est devenu les États-Unis, il a pour soubassement entre 20 à 25 millions des natifs des Nord d'Amérique. Exactement. Quand on regarde l'Amérique dite latine, centrale et du Sud, on voit les Mayas ou les autres sont des latines. La latinisation, ça veut dire la destruction de la population locale à côté des millions d'hommes et de femmes. Et c'est le soubassement de l'Occident impérialiste. Quand on regarde l'Australie avec le premier peuple de la planète Terre, les peuples originaires de l'Australie, il a été détruit. Aujourd'hui, on trouve quelques traces pour les touristes. C'est ça l'Occident impérialiste. Cet Occident impérialiste, il a échoué chez nous. En dépit d'un siècle, la colonisation de peuplement, il a commencé à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, il est soutenu par les principales forces impérialistes de l'Occident. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Palestinien, il est resté là. En 1947-48, les nombres des Palestiniens, il était à peine 1 million. Malgré un siècle de colonisation aujourd'hui, le peuple palestinien en Palestine historique, il est 7 300 000 et quelques. Les colons qui sont venus durant un siècle, ils sont 7 200 000, ça veut dire moins nombreux que la population locale. En plus, le peuple palestinien qui a été chassé
dehors de ces maisons. Il se trouve dans le pays limitrophe. Il est estimé aujourd'hui dans son ensemble à 14 millions de personnes. Un peuple qui a pu résister en dépit du génocide permanent et qui est devenu multiplié par plusieurs. Et on peut dire qu'ils sont 14 millions. Tout naturellement, les génocides, c'est un échec complet. Ce qui ne veut pas dire qu'Israël va devenir pacifiste. Elle ne peut pas le devenir. Elle est ce qu'elle est, une entité fascisante et fasciste de plus en plus. La fascisation d'aujourd'hui, qu'on le voit à l'œil nu, et on le voit parce que c'est un prolongement organique de l'Occident. La fascisation est un processus qui se trouve partout en Occident. Il y a l'AfD en Allemagne, le Front National, le Vox en Espagne, etc. et au Portugal, pire encore. Et c'est un processus qu'on le voit devant nos yeux. Et à plus forte raison, quand il y a son prolongement organique, on voit la fascisation à visage découvert. On voit la fascisation qui considère que les natifs de Palestine sont des animaux à visage humain. Les nazis ne le disaient pas, même s'ils le faisaient. Mais ils n'osaient pas le dire. Aujourd'hui, cette entité, comme elle vit son dernier chapitre, elle n'a rien à perdre. Elle jette tout ce qu'elle a de barbare, elle le jette sur le peuple palestinien, mais le peuple palestinien ne se trouve pas isolé sur une autre planète. Il y a autour de ce peuple 400 millions d'Arabes qui participent à la même nourriture, à la même prière, à la même cérémonie de mariage, etc. Oui. Il y a une même histoire. Bien entendu, il n'est pas un danger d'élimination du peuple palestinien. Le peuple palestinien sortira vainqueur. Le peuple palestinien et son mouvement est le levier de la révolution arabe. Ce n'est pas une question de 27 000 km². La Palestine, c'est le levier de la révolution arabe, de l'Atlantique jusqu'à Golfe. Et tout naturellement, la révolution arabe, elle va réussir grâce à la résistance héroïque du peuple palestinien, entre autres. J'étais en France, je pense, au même temps de votre libération. J'étais au musée de la Résistance. Et moi, vous savez, j'ai grandi avec cette culture en idolâtrant des figures comme Jean Moulin, Manouchian, et avec cette culture de résistance. Et je crois la même chose pour vous et beaucoup d'autres. Pourquoi les Français, ils acceptent qu'il y avait une occupation allemande, ils sont capables de reconnaître ce qu'est une occupation militaire et de la résister, mais lorsqu'il s'agit de cette lutte, tout d'un coup, ils changent de... Ils n'ont pas changé, en fait. Il faut regarder la réalité en face. Aujourd'hui, en France, celles qui sont avec la Palestine, ils ne sont pas si minoritaires que ça. Et quand on regarde les positionnements du Parti communiste français, quand on regarde les insoumis, c'est pas une petite minorité insignifiante. Ça veut dire, quand on parle au niveau parlementaire, les insoumis sont aux alentours de 80 députés et ils sont corps et âme avec la Palestine. La même chose les communistes et la même chose que les anarchistes et les révolutions permanentes et autres organisations qui se trouvent. Mais on peut dire que les médias impérialistes, ils sont dans leur rôle. Dans leur rôle de mystification et on peut dire sont tombés dans des complots policiers. Les médias impérialistes jouent leur rôle et ils justifient l'injustifiable. Le capitalisme dans ce pays ne peut amener qu'à la mort. La résistance sur diverses formes ne peut amener qu'à attiser la dynamique d'une révolution, que ce soit en France ou ailleurs. Bien entendu, c'est pas une promenade. Le capitalisme vit dans une crise globale au niveau planétaire. Et tout naturellement, et c'est au protagonisme de la lutte de saisir la capacité de la convergence des luttes pour les diverses composantes du bloc social, afin qu'il amène la révolution à la victoire, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le monde arabe. Et on peut espérer que la victoire va arriver bientôt. Dernière question, Georges. Qu'est-ce que vous donnez comme message à cette génération de militants et à des futures générations? La première chose que j'ai salué la jeunesse européenne pour avoir se ressaisi et pris le chemin de la rue pour affirmer la position qui est avec la Palestine et contre le génocide. Certainement, c'est la position la plus utile aujourd'hui. Tout naturellement, je m'adresse à cette jeunesse en leur disant que il y a un processus de fascisation. Faites gaffe. La fascisation, c'est pas une insulte. C'est un processus criminel qui se prépare. C'est à vous d'y faire face.
Et c'est à vous de vous préparer pour y faire face. Bien entendu, vous avez la force et vous avez le patrimoine apte à y faire face. Et salutations à tous les camarades et les militants qui ont permis au mouvement pour la libération de la Palestine d'être aussi net et aussi haut. Aujourd'hui, la Palestine n'a jamais été aussi haut que ce jour-ci. Et c'est grâce à la jeunesse qui s'engage un peu partout en Iran. Georges Abdallah, merci beaucoup pour votre temps et de m'avoir accueilli pour faire cet entretien. C'est à vous et à vos camarades ici et à vos auditeurs que je vous adresse tous mes félicitations et mes remerciements. Merci beaucoup. Yeah.